Dans la suite de la précédente présentation, on a le plaisir d'accueillir le docteur Alice Blay du CHU de Lyon qui va parler des principes des monitorages non invasifs et leurs applications. Alice, tu as la parole. Merci beaucoup. Donc effectivement, j'ai le plaisir de vous parler du monitorage non invasif après toutes ces présentations excellentes sur la courbe de pression artérielle, donc du monitorage invasif. Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer pour cette présentation. Et donc tout d'abord, pour commencer, le premier monitorage non invasif d'excellence, en tout cas au bloc opératoire, c'est le monitorage de la profondeur d'anesthésie. C'est le BIS en fait, ou l'entropie, ou ce que vous voulez, mais c'est de ne pas mettre trop de médicaments vasoplégiants à votre patient, et donc c'est un monitorage hémodynamique, et c'est même le premier, à mon sens, avec le brassard de la pression artérielle. Donc vous n'avez peut-être pas cette notion, mais en tout cas, pouvoir monitorer la profondeur d'anesthésie, c'est quelque chose qui va vous permettre de limiter l'instabilité hémodynamique, d'éviter des risques de sur- ou de sous-dosage, et en plus, effectivement, ce à quoi il est dédié initialement, d'éviter les risques de mémorisation. Donc, je vous invite à les utiliser quand vous les avez dans votre bloc opératoire et à ne pas les réserver uniquement aux patients les plus à risque, mais au contraire à en avoir une utilisation très très large, quel que soit le dispositif que vous avez. Et alors pourquoi c'est intéressant? Parce que comme vous le savez, si on se place au bloc opératoire sur une induction classique, on va utiliser des médicaments extrêmement vasoplégiants, avec en particulier le propofol qui est largement utilisé dans nos blocs. Et vous le savez tous, ça provoque une hypotension artérielle à l'induction. Et chez certains patients, c'est problématique. Et on va devoir mettre des vasopresseurs pour pouvoir corriger ça. Ou alors on aura peut-être mis dès le début de l'induction avec de la noradrénaline très diluée. En tout cas, le BIS va vous permettre de monitorer ça et d'éviter de rajouter. Vous savez qu'avec le BIS, vous allez bien sûr vous mettre dans la cible thérapeutique, mais vous avez également le RS que vous pouvez afficher. Et le RS, c'est quand vous avez un ECG qui est plat. Donc ça ne sert à rien de rajouter des drogues. Même si le chiffre de BIS remonte, c'est bon, le patient il dort. Donc premier monitorage hémodynamique, monitorer en fait la profondeur d'anesthésie. Ok, on va quand même parler de pression artérielle, je vous rassure, et de débit cardiaque. Donc, pression artérielle, déjà c'est une obligation réglementaire, il faut qu'on la mesure. Donc là on est dans le non-invasif, donc on est sur quelque chose qui est intermittent et qui a été montré en tout cas être fiable au niveau brachial. C'est vrai qu'il y a des fois on a des positions un peu acrobatiques chez les patients, notamment chez les patients obèses ou en fonction du site de la chirurgie. En tout cas au niveau brachial c'est assez fiable. Et alors pourquoi on la monitore? Parce qu'en fait, quand on a une hypotension artérielle, le devenir du patient, notamment sur les complications per- et post-opératoires, au niveau rénal, cardiaque et neurologique, il est important, voire majeur. Et ceci, quelle que soit la durée de l'hypotension, la cause de l'hypotension et le moment de sa survenue. Alors ici, une étude qui a été publiée en 2013 dans Anesthésiologie et qui répertoriait donc, les moments avec une PAM inférieure à 55 mm de mercure. Et vous voyez ici quand on est à 6 à 10 minutes sous une pression artérielle moyenne à 55 mm de mercure, et je ne sais pas vous, mais moi en général, le brassard il est toutes les 5 minutes par défaut, je le rapproche parfois, mais donc ça peut passer vite. Ah oui, c'est pas une vraie tension, on va reprendre, et puis en fait 10 minutes ça va très très vite. Sauf qu'au bout de 10 minutes, au niveau rénal, on a déjà un surrisque de faire une insuffisance rénale. Et au niveau cardiaque, on a déjà un surrisque de quasiment 1,5 fois de faire un événement coronaire. Donc c'est pas du tout anodin. Et si on regarde ces deux courbes ici, donc à gauche vous avez la courbe pour les événements cardiaques et à droite la courbe pour les événements rénaux. Et vous avez les durées cumulatives d'hypotension artérielle avec de la courbe en pointillé en bas en vert qui est la courbe la plus courte, 1 minute, jusqu'à en haut 10 minutes. Et vous voyez que si on est en dessous de 65 mm de mercure, la probabilité de faire un événement cardiaque ou un événement rénal devient extrêmement importante. Donc pour éviter ça, il faut déjà mesurer la pression artérielle. Et même si c'est du non-invasif, il va falloir éviter les hypotensions artérielles en dessous de 65 mm de mercure. Donc maintenant que vous êtes convaincu qu'il faut la mesurer, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Donc on a le brassard, on a dit, et le brassard, on l'a déjà vu dans les présentations précédentes, effectivement c'est pas parfait, mais c'est quand même ce qu'on utilise au quotidien, notamment quand on a des pressions extrêmement basses, on peut surestimer la pression, ou alors quand on a des pressions hautes, on peut la sous-estimer par rapport à une mesure qui serait invasive. Néanmoins, on ne peut pas monitorer tous les patients de façon invasive, donc il faut juste avoir ces notions en tête, et comme on l'a dit précédemment aussi, c'est la pression artérielle moyenne qui est la mieux mesurée avec les variations oscillométriques pour cette technique au brassard. Alors on aimerait bien, et ce serait super séduisant, d'avoir une mesure continue non invasive. Là, ça serait vraiment le Graal. Donc c'est extrêmement séduisant comme concept. Est-ce que dans la réalité, ça marche? On va voir ça ensemble.
Alors là, on parle bien de pression artérielle, on n'est pas encore sur le débit cardiaque. Donc la pression artérielle, déjà comment ça marche? Vous savez, vous avez le petit ballonnet là qui gonfle au niveau du doigt et qui va pouvoir mesurer de façon non invasive et continue la pression artérielle avec une technique de photoplétismographie comme pour la SAT tout simplement. Le problème, c'est que surtout si on est au bloc opératoire, il y a des conditions de charge qui vont évoluer rapidement et que s'il y a une vasoplégie, qu'on met des vasoconstricteurs ou des vasopresseurs, et ben en fait c'est très très peu interprétable. Donc c'est quand même embêtant d'utiliser quelque chose qui va marcher quand on n'en a pas besoin. Néanmoins, effectivement, comme l'orateur précédent l'a dit, ça donne des résultats corrects pour la pression artérielle systolique et moyenne. Et dans une étude qui a été publiée en 2018, qui comparait donc le monitorage au brassard et le monitorage continu non invasif avec le ClearSight, le critère de jugement principal, c'était le temps passé en dessous de 65 mm de mercure. Et effectivement, quand on a un monitorage continu, ça diminue significativement la durée en dessous de ce seuil de pression artérielle. Alors on pourrait dire, ah bah c'est super, il faut un ClearSight. Ouais, vous peut-être pour rapprocher la pression artérielle au brassard, non? Ça coûte un peu moins cher que de mettre un truc qui mesure bien la pression artérielle, mais bon, enfin, moi ce que ça me dit personnellement, c'est que quand on regarde la pression artérielle, on la corrige plus rapidement. Je ne suis pas sûre que ça me dise de mettre un ClearSight. Maintenant, on va parler du débit cardiaque. Alors pourquoi on regarde le débit cardiaque? Vous savez, on adore optimiser nous. Et optimiser, c'est quoi? C'est optimiser le VES ou le débit cardiaque. Et vous avez tous vu ces courbes de précharge-dépendance. Et en fait, c'est maximaliser ce VES. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais titrer mon remplissage vasculaire pour en mettre juste ce qu'il faut, pas insuffisamment, pas trop peu, donc pas trop. Et pour être dans la zone où mon patient, il est en fait précharge dépendant. C'est-à-dire que quand je mets du liquide, eh ben, je vais augmenter le VES. Et en fait, je ne veux surtout pas arriver à l'endroit où je mets du liquide. Et là, j'augmente plus le VES. Par contre, j'augmente la congestion, j'augmente les effets secondaires. Et donc, mon objectif, c'est d'être avant la précharge indépendance, donc à cet endroit-là. Et donc, je veux optimiser mon hémodynamique. Et donc, c'est ce que je vous disais, ni être hypovolémique, ni hypervolémique, et m'affranchir des complications. Donc, être vraiment au milieu du U et optimiser mon patient. Alors, pourquoi je veux optimiser le patient? Parce qu'en fait, ça améliore son devenir, en fait, et la mortalité et la morbidité. Et vous voyez ici, il y a plusieurs études qui sont parues qui montrent un bénéfice clair sur la diminution des complications rénales, gastro-intestinales, les infections de sites opératoires, la morbimortalité. Donc vraiment, je pense qu'on peut tous être convaincus qu'il y a un intérêt à le regarder. Et d'ailleurs, les précédentes recommandations recommandaient de mesurer le VES pour guider le remplissage vasculaire et donc d'éviter d'en mettre trop peu ou trop. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors, il y a quelque chose qui est effectivement sur le concept, c'était extrêmement séduisant. C'était, finalement, on a la courbe de SPO2, ça ressemble vachement à la courbe de pression artérielle, non? Peut-être qu'on pourrait regarder les variations respiratoires de la SPO2 et en fait, on n'aurait pas besoin de s'embêter à mettre une artère, ça serait génial. Ça serait génial, ouais. Sauf que c'est pas vraiment ça la vraie vie. Donc, il y a le professeur Marc-Olivier Fischer à Caen qui a publié une étude en 2020 dans la CCPM. J'invite d'ailleurs tous à vous abonner au compte Twitter de cette revue formidable. Et qui comparait en chirurgie colorectale, donc un bras contrôle avec une optimisation pour 65 mm de mercure, remplissage vasopresseur, et un bras interventionnel où c'était guidé par le remplissage. Et le critère, le jugement principal, c'était un critère composite des complications à J30. Le problème, c'est que ClearSight ou brassard à tension artérielle, en fait, il n'y a pas de différence. Donc, en fait, monitorer le VES sur le ClearSight, ça changeait rien, entre guillemets, à la stratégie d'une optimisation sans ClearSight. Donc, ça ne nous encourage pas vraiment à mettre quelque chose qui ne sert à rien. Et quand on regarde encore dans cette étude, il a fait une méta-analyse des études publiées avec ces techniques au préalable. Et vous commencez à connaître les forest plots et vous savez que globalement, quand ça croise le 1, ça veut dire que c'est pas bon, quoi. Il n'y a pas d'effet. Donc en fait, en tout cas dans cette méta-analyse, il n'y a pas d'effet retrouvé de bénéfice à monitorer le VES par le ClearSight. Donc moi personnellement, si j'ai un truc qui ne me sert pas à prendre une décision et qui n'est pas bénéfique à mon malade, je ne vois pas l'intérêt de rajouter un truc qui sera sous les champs, que je ne vais pas voir, qui va peut-être faire d'autres complications que je ne verrai pas. Alors il y a quand même d'autres études. Il y a une autre étude également par Marc-Olivier Fischer dans anesthésiologie qui a comparé une stratégie de remplissage vasculaire guidée par cet index donc, de plétismographie, donc le PVI. Cette fois, c'est de la chirurgie orthopédique, toujours la même cible de pression artérielle. Et le critère de jugement principal, c'était la durée d'hospitalisation. Et donc, vous voyez qu'il y a une réduction, effectivement, pour le remplissage vasculaire. En revanche, c'est
NS pour l'utilisation de vasopresseurs. Et sur la durée d'hospitalisation, qui était, je vous rappelle, le critère de jugement principal de cette étude, et bien en fait c'est pareil, c'est NS. Donc à nouveau, pas de bénéfice à utiliser le PVI. Et quand on regarde les études, les critères secondaires, et bien en fait il n'y a aucune différence entre PVI ou pas PVI. Donc on n'a pas très envie en fait d'utiliser quelque chose qui nous donne la pression artérielle comme le brassard à tension, mais qui en fait nous apporte pas plus, par contre qui coûte un petit peu plus cher qu'un brassard de tension artérielle. Alors il y a d'autres choses qui existent, il y a la bioimpédance, vous avez peut-être entendu ça quelque part. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des électrodes thoraciques qui envoient un courant qui vont être récupérés par les électrodes au niveau du cou, et avec les variations de l'impédance, on va avoir une estimation, une évaluation du débit cardiaque et du VES. Le problème, c'est que déjà, il y a une difficulté technique d'utilisation de la machine, notamment en bloc opératoire. Il y a quand même des fils qui passent un petit peu partout. Les chirurgiens sont rarement contents d'avoir des fils au milieu du champ. Et dès qu'il y a le bistouri électrique, comme souvent vous allez me dire, c'est compliqué. Et donc, par exemple, c'était le Nikon qui était commercialisé là-dessus. Et alors, l'autre question, c'est est-ce que ça fonctionne? Et déjà, comme on a vu avec l'orateur précédent, est-ce que ça donne un vrai signal? Et donc là, c'était une comparaison entre ces techniques d'impédance avec une technique de thermodilution transpulmonaire. Et donc, c'est une courbe de régression linéaire. Si le signal était corrélé, vous devriez avoir tous les points qui sont au milieu de la diagonale et qui vous diraient que c'est la même chose. Comme vous pouvez voir, ça n'a pas l'air très très fiable, que ce soit au repos ou à l'exercice. Et quand on fait une corrélation de Blanté-Hartmann, donc pareil, on devrait avoir les points qui ne sont pas éparpillés comme ça si c'était bien corrélé. Il y a un pourcentage d'erreur de 60%. Donc, bon, ça fait plus de 1 patient sur 2 où on a une mauvaise réponse, quoi. Personnellement, pas envie d'utiliser. En chirurgie, vous allez me dire, est-ce que c'est différent? Là, c'était de la chirurgie cardiaque et en fait, plus de 50% d'erreurs ou quasiment 50% d'erreurs. Donc moi, lancer la pièce de monnaie au médecin, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop. Donc ça tombe bien, en fait, c'est pas commercialisé en France. Alors on arrive sur le semi-invasif, donc on ne sait jamais trop où les classer. En tout cas, on n'en a pas parlé jusque-là, donc la majorité des orateurs ont considéré comme moi que c'était plutôt du non-invasif. Et on arrive sur le Doppler œsophagien. Alors j'ai un petit conflit d'intérêt, j'étais formée à la Rivoisière Saint-Louis, donc forcément le Doppler œsophagien, moi j'aime bien. Mais l'avantage, c'est que c'est pas invasif en fait, donc déjà on peut le mettre souvent, et ça peut détecter des valeurs absolues et détecter des variations de débit cardiaque. Donc là, on commence à être intéressé, parce qu'on va pouvoir travailler sur l'optimisation du VES. La difficulté, vous la connaissez, c'est votre infirmier anesthésiste, votre interne qui vont dire ton truc ça marche pas, on perd tout le temps le signal. Non, il faut être un peu patient, il faut chercher, oui, il faut apprendre à s'en servir, c'est comme tout dispositif. Alors comment ça marche? Eh bien, donc on a une vitesse qui va être mesurée au niveau de l'aorte, au niveau en transœsophagien, avec un diamètre qui en général qui est programmé par la majorité des appareils avec un ABAC. Et en fait, donc, on va avoir une mesure du débit aortique et une estimation du débit cardiaque avec un algorithme, puisque 70% le débit aortique représente 70% du débit cardiaque. Alors, qu'est-ce qu'on va mesurer? On va pouvoir mesurer la distance d'éjection, donc le temps d'éjection, l'accélération, le pic de vélocité, et tout ça, ça va nous donner plein d'indications pour pouvoir monitorer notre patient et, à nouveau, cette fameuse courbe, faire de la précharge, regarder où notre patient est précharge dépendant et maximaliser notre VES avec cette fois un outil dynamique. Certes, effectivement, il faut repositionner à chaque fois, c'est pas du continu. Et on va pouvoir voir si, oui, là j'ai fait un test, un mini fluid challenge, et j'ai une augmentation de 36% de mon VES. Ok, a priori, je peux encore maximiser. Là, je suis plus que 5%. Peut-être que j'arrive sur la précharge d'indépendance et que là, il va falloir que je passe à une autre stratégie pour optimiser mon patient. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien gentil, mais est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des données? Eh bien oui, il y a des données, c'est même le seul dispositif où il y a des données. Quand on regarde cette méta-analyse qui était parue en 2008, ça améliore la morbidité post-opératoire. Et sur un autre critère important, ça diminue la durée d'hospitalisation. Donc à ce jour, c'est le seul moyen de monitorage hémodynamique non invasif pour le VES et le débit cardiaque, pour lesquels on a des données probantes et qui donc peut faire l'objet d'une utilisation sans arrière-pensée en se disant oui, ça peut avoir un bénéfice chez mon malade. L'avantage, je vous l'ai dit, c'est que c'est peu invasif, ça coûte pas très cher. La courbe d'apprentissage, elle n'est pas si longue, c'est une dizaine d'examens. Il y a plein d'études qui montrent qu'il y a une amélioration du devenir des patients quand on l'utilise. En revanche, il est vrai qu'avec l'introduction récente de la RAC, on a une diminution, en tout cas on a un effet qui est un peu noyé avec toutes les recommandations, tous les bundles qu'on a pour la RAC. Néanmoins, ça reste un très bon outil. L'autre chose qu'on pourrait faire, c'est l'échographie transœsophagienne. Alors,
ça, c'est pareil, c'est pas accessible à tout le monde. Et à juste titre, tout le monde n'en a pas besoin dans ces blocs, donc ça dépend vraiment de votre activité. L'avantage, c'est que là, vous avez à la fois une visualisation carrément du myocarde, vous pouvez voir la volémie de façon visuelle et l'objectiver avec un Doppler, vous pouvez regarder la fonction droite, la fonction gauche, mais vous n'allez pas mettre ça à tous les patients, on est bien d'accord. Il y a bien sûr des contre-indications, notamment chez les patients cirrhotiques avec des varices œsophagiennes de grade 3. On va éviter d'aller mettre, ou qui ont été fraîchement ligaturés, de glisser un œsophage et de faire saigner notre patient. Alors pareil, vous allez me dire, bah ouais, mais bon, je ne suis pas formée, quoi. Bah ouais, mais c'est pas grave. En fait, on peut se former. On peut se former, et surtout en simulation, en environ 15-20 examens sur un simulateur, et ben c'est suffisant pour avoir des compétences basiques, pour être expert en ETO et donc pouvoir l'utiliser en monitorage. Donc en conclusion, l'optimisation hémodynamique, c'est quelque chose qui est fondamental pour améliorer le devenir de notre patient. Vous avez vu que dès qu'un patient est hypotendu en dessous de 65 mm de mercure, on a une morbidité importante qui arrive avec des complications cardiaques, neurologiques et rénales. Le premier monitorage non invasif de choix, c'est de monitorer la profondeur de votre anesthésie, donc c'est un BIS. Ensuite, c'est le brassard, tout simplement à tension. Et je vous rappelle que vous avez le droit de rapprocher l'intervalle. Si votre patient est instable ou à risque, vous pouvez mettre le brassard toutes les 2 minutes. Je pense que ça fera à peu près aussi bien quelque chose qui donne la pression artérielle en continu et qui coûte 400 €. Et bien sûr, il y a un intérêt à monitorer la volémie, donc monitorer le VES. Et pour ça, le seul qui a montré un bénéfice dans la littérature à ce jour, c'est le Doppler œsophagien. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Alice pour ta présentation. On a la place pour une ou deux questions. Laurent. Bonjour, bravo, merci pour la présentation. Laurent Zeleskevich, je travaille à Marseille. C'est super, il faut vraiment garder tout le topo. Par contre, vous êtes un peu dur avec tout ce qui est perfusion index. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, hein, mais de comparer direct avec l'outcome, on sait très bien qu'aucun moyen de monitorage par lui-même n'améliore l'outcome, ça dépend de ce qu'on en fait. Donc comparer le Doppler œsophagien, qui est très bien, il y a plein d'études dessus qui ont été faites il y a longtemps, avec ça, en fait, vous ne parlez pas de la validité de la technique, en fait. Est-ce que la variation du perfusion index, c'est valide ou c'est pas valide? Avant de nous parler, si le fait de se calibrer dessus, ça change l'outcome. Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé de tout ça parce qu'effectivement, il faut faire des choix dans la présentation. Bien sûr, bien sûr. J'avoue ne pas être une experte parce que, comme vous avez bien compris, c'est vraiment pas mon monitorage de prédilection, donc je ne l'utilise pas. Mais en revanche, voilà, s'il y avait un intérêt, pour moi, ça serait vraiment sur la pression artérielle et pas sur le débit cardiaque. Et je trouve dommage, alors peut-être qu'il y a des patients qu'on ne peut pas mettre de brassard à tension, mais enfin, c'est quand même extrêmement rare. En tout cas, pour le PVI en lui-même, je sais qu'il y a d'autres index comme l'IP, par exemple, et qui pourraient avoir d'autres intérêts dans d'autres indications. Néanmoins, ça reste encore très confidentiel, honnêtement. Enfin, on n'a pas d'études justement qui nous montrent de bénéfices clairs. Et donc, non, bien sûr, c'est juste, ça dépend de ce qu'on en fait. Juste, encore une fois, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Le perfusion index, c'est monitoré à partir d'un appareil de SAT qu'on a, ça ne coûte rien. Ouais. Quand il bouge brutalement à l'induction, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, c'est monitoré en continu. Peut-être que ça peut nous attirer, peut-être que c'est un moyen de monitorage non invasif qui peut être utile. Voilà. Et après, effectivement, l'outcome, avec le moyen de monitorage, l'outcome, ça dépend d'autres paramètres. Mais sinon, voilà, c'était parfait. Merci. Oui, une question. Vous pouvez vous rapprocher du micro. Ce sera la dernière question parce que sinon on risque de dépasser. Il est déjà midi. Nous vous écoutons. Je vous remercie beaucoup pour votre exposé très clair. Mais en ce qui concerne l'impédance, les diapos que vous nous avez montrés sur l'absence de corrélation avec le volume d'éjection systolique, elles datent de quand? Elles sont très anciennes, ça, je suis d'accord avec vous. Ouais. Parce que le système de bioimpédance là, est en train de bien se développer. Personnellement, au CHU de Limoges, on a le système Starling. Et j'avoue que à chaque fois qu'on met le TO, et on en fait souvent, puisque je suis dans un service de chirurgie cardiaque et vasculaire, on a des bonnes corrélations. Voilà. Donc, certainement qu'il y a des études à faire et certainement qu'il ne faut peut-être pas prendre les valeurs absolues mais les variations, mais je trouve que ce système est très intéressant. Il est commercialisé, c'est pas gênant, on met dans le dos. Voilà. Si la technique a évolué, effectivement, et qu'on a des preuves qu'au moins le signal est fiable, dans ce cas-là, effectivement, il faudra l'évaluer et voir si ça a un intérêt sur la prise en charge, mais ça serait séduisant, je suis d'accord avec vous, mais moi j'attends les données. Parfait, merci beaucoup. Eh bien, je vous propose qu'on conclue cette session. Merci très chaleureusement et très sincèrement à tous les orateurs pour ces brillantes interventions. Bonne fin de congrès
et à tout à l'heure dans les symposiums.